Pendant 37 ans, j'ai cru savoir communiquer. J'étais cadre en marketing, je donnais des conférences, je négociais des contrats à plusieurs millions. Mes mots déplaçaient des gens, changeaient des opinions, concluaient des affaires. Du moins, c'est ce que je pensais. Jusqu'à cet après-midi de mars où ma fille de 8 ans m'a regardé, les yeux pleins de larmes, et m'a dit « Papa, tu ne m'écoutes jamais vraiment ». Ces 5 mots ont fait s'effondrer l'empire de bruit que j'avais construit. Je me suis rendu compte que j'avais passé des décennies à parler, convaincre, argumenter, mais sans jamais apprendre l'art ancestral d'écouter avec le cœur ouvert. Ce qui s'est passé ensuite a transformé non seulement ma relation avec ma famille, mais aussi ma compréhension profonde de ce que signifie être humain. Voici l'histoire de la manière dont le silence m'a enseigné plus que 1000 discours, et comment j'ai découvert qu'écouter est l'acte le plus révolutionnaire dans un monde qui ne cesse de crier. Chapitre 1, le bruit intérieur. La crise de la quarantaine m'est tombée dessus sous forme d'insomnie et d'anxiété. Alors que je restais éveillé dans l'obscurité, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant, mon esprit ne se taisait jamais. Même lorsque les autres parlaient, j'attendais simplement mon tour pour parler, préparant des réponses, des défenses, des arguments. La communication efficace dont je me vantais n'était rien d'autre qu'un monologue déguisé en dialogue. J'avais perfectionné le langage corporel pour donner l'impression d'être intéressé, j'acquiesçais au bon moment, mais mon attention pleine et entière était ailleurs. Ma femme, Anna, avait essayé pendant des années. « Mais tu ne m'entends pas » disait-elle. Et je répondais, « Bien sûr que si, tu viens de dire que… » Je répétais ces mots comme un perroquet, croyant que c'était cela, écouter. Je ne comprenais pas qu'écouter va au-delà des mots, qu'il faut une présence consciente et une empathie authentique. Un soir, après une énième dispute absurde sur un sujet dont je ne me souviens même plus, j'ai pris une décision. J'ai cherché de l'aide. Pas dans une thérapie conventionnelle, mais dans quelque chose de plus profond. Un ami m'a parlé d'un maître zen qui enseignait le mindfulness et la méditation dans les montagnes. Il m'a dit, il enseigne l'art de l'écoute profonde. Cela sonnait comme du mysticisme bon marché, mais j'étais désespéré. J'ai réservé une semaine dans son retraite. Je ne savais pas que cette semaine serait le début d'un voyage qui durerait des années. Chapitre 2, le maître du silence. Le maître Takashi vivait dans une petite cabane en bois au milieu de la forêt. Il avait 73 ans, mais son regard possédait une clarté que j'avais perdue depuis longtemps. Je suis arrivé avec mon ego intact, attendant une technique rapide de coaching personnel que je pourrais appliquer dans ma vie comme on installe une application. Je lui ai expliqué mon problème dans les moindres détails pendant 15 minutes. Il n'a rien dit. Il m'observait simplement avec un léger sourire. Quand j'ai terminé, j'ai attendu sa sagesse, ses conseils d'intelligence émotionnelle. À la place, il m'a demandé. « As-tu fini de parler ?»« Oui », ai-je répondu, un peu confus. « Bien. Maintenant écoute la forêt pendant 1 heure. Ensuite, nous parlerons. » Je me suis senti arnaqué. Avais-je vraiment voyagé 4 heures pour écouter des arbres? Mais j'ai obéi. Je me suis assis sur un tronc et j'ai fermé les yeux, pratiquant la respiration consciente dont j'avais lu quelque chose dans un livre de développement personnel. Au début, je n'entendais que mon esprit, ma liste de choses à faire, mes inquiétudes, mes jugements sur cette expérience ridicule. Mais peu à peu, très lentement, d'autres sons ont commencé à apparaître, le vent dans les feuilles, le chant lointain d'un oiseau, le murmure d'un ruisseau tout proche. Après 1 heure, je suis retourné vers Takashi. Il m'a demandé ce que j'avais entendu. Je lui ai décrit les sons de la forêt. « Non », a-t-il dit doucement. « Je me demande ce que tu as entendu en toi lorsque tu as cessé de forcer le silence. » Cette question m'a désarmé. La vérité, c'est que j'avais entendu de la peur. La peur du silence, la peur d'être seul avec moi-même, la peur de ne pas être assez si je n'étais pas constamment en train de prouver ma valeur avec des mots. Chapitre 3, la première leçon. Au cours des jours suivants, Takashi m'a enseigné quelque chose de radical, écouter activement ne commence pas par les oreilles, mais par la volonté de mourir temporairement en tant que protagoniste de la conversation. Chaque fois que quelqu'un parle, expliquait-il en préparant du thé vert, tu as 2 options, écouter pour comprendre ou écouter pour répondre. La plupart choisissent la seconde. C'est la racine de tous les conflits humains.
Il m'a enseigné la technique de l'écoute réflexive. Quand quelqu'un parle, ta seule tâche est de comprendre son monde intérieur, sans le comparer au tien, sans le juger, sans chercher à le réparer. Juste le comprendre. Nous avons pratiqué pendant des heures. Il me racontait des histoires de sa vie et je devais résister à l'envie de les relier aux miennes, de donner des conseils, d'interrompre. Juste écouter. Quand je pensais avoir compris, je reformulais avec mes propres mots, et il me corrigeait jusqu'à ce que je capte non seulement le message, mais l'émotion derrière le message. Les mots sont la partie visible de l'iceberg, m'a-t-il dit. La véritable communication interpersonnelle se passe dans l'océan invisible sous la surface, les sentiments, les peurs, les besoins inexprimés. Il m'a parlé de la compassion comme de la capacité d'écouter la souffrance des autres sans tenter de fuir l'inconfort qu'elle provoque. Quand quelqu'un souffre et que tu essaies de le réparer rapidement, ce n'est pas pour lui. C'est parce que tu ne peux pas tolérer sa douleur. Ces mots m'ont frappé. Combien de fois avais-je dit à Anna, ne t'inquiète pas, ou, ce n'est rien, non pour la consoler, mais pour faire taire ma propre anxiété face à sa tristesse. Chapitre 4, le retour au bruit. Je suis rentré chez moi transformé ou du moins, je le croyais. J'ai appliqué tout ce que j'avais appris avec un enthousiasme presque religieux. Mais la vie quotidienne n'est pas une retraite zen. Le chaos du monde réel a mis à l'épreuve chaque enseignement. Mon premier défi est arrivé au bureau. Lors d'une réunion de leadership, un collègue a critiqué durement mon projet. Mon instinct était de me défendre, d'attaquer. Au lieu de cela, j'ai respiré profondément et appliqué la gestion émotionnelle que j'avais pratiquée. « Aide-moi à comprendre ton point de vue », lui ai-je demandé, en le regardant dans les yeux. Sans sarcasme, mais avec une curiosité sincère. Pour la première fois depuis des années, j'ai réellement écouté une critique sans lever de barrière. Et j'ai découvert qu'il avait raison sur plusieurs points. Mon projet présentait des failles que moi, enfermé dans ma propre vision, n'avais pas vues. La résolution de conflits n'a pas exigé d'argumentation, mais de la compréhension mutuelle. Mes collègues ont remarqué le changement. Les réunions sont devenues plus productives parce que je ne les monopolisais plus. En écoutant sincèrement les idées des autres, des solutions sont apparues que je n'aurais jamais imaginées seul. À la maison, c'était plus difficile. Anna était sceptique. « Ça va durer 2 semaines, prédit-elle. » Et elle avait ses raisons. J'avais déjà essayé de changer. Mais j'ai persisté. Chaque soir, j'appliquais l'écoute empathique avec ma famille. Je rangeais mon téléphone, j'éteignais la télévision, et je leur offrais mon attention consciente complète pendant le dîner. Les premières semaines furent inconfortables. J'ai découvert tout ce que j'avais perdu. Ma fille me parlait de ses amis et je ne connaissais même pas leur nom. Mon fils me parlait de son jeu vidéo préféré et je n'avais aucune idée de ce que c'était. J'avais été physiquement présent mais émotionnellement absent pendant des années. Chapitre 5, la crise de la pratique. 3 mois plus tard, l'épreuve de feu est arrivée. La mère d'Anna a reçu un diagnostic de cancer. Pendant des semaines, ma femme s'est effondrée dans une douleur que je ne pouvais pas réparer, dans une peur que je ne pouvais pas dissiper par la logique. Mon ancien moi aurait cherché des solutions, meilleurs médecins, traitements alternatifs, statistiques optimistes. Tout pour éviter de rester assis avec elle dans sa souffrance. Mais je me suis souvenu des mots de Takashi, parfois, le plus grand cadeau est ta présence silencieuse auprès de la souffrance d'autrui. Alors je l'ai simplement tenue contre moi. Quand elle pleurait, je ne lui disais pas, tout ira bien. Je restais là, respirant avec elle, validant chaque émotion, je sais que tu as peur. Moi aussi. L'écoute compatissante ne donne pas de réponse facile. Elle offre de la compagnie dans l'incertitude. Et Anna l'a ressenti. Merci de ne pas essayer de tout arranger, m'a-t-elle dit un soir. J'avais juste besoin que tu sois là. Cette crise nous a rapprochés plus que 10 ans de thérapie de couple. Parce que j'ai enfin compris que l'amour n'est pas de sauver quelqu'un de ses émotions difficiles. C'est être présent pendant qu'il les traverse. Pendant cette période, j'ai aussi découvert le pouvoir de l'écoute thérapeutique au-delà de ma famille. Des amis avec qui je parlais peu ont commencé à me confier des choses profondes. Pas parce que je disais des choses intelligentes, mais parce que je créais un espace où ils pouvaient être vulnérables sans jugement.
Je suis devenu un contenant pour les histoires des autres. Et dans ce processus, ma propre histoire est devenue moins centrale, moins lourde. Chapitre 6. Écoutez ce qui n'est pas dit. Takashi m'avait averti, la véritable maîtrise consiste à écouter ce qui n'est jamais dit à voix haute. Il m'a fallu des années pour comprendre cela. La communication non verbale est plus honnête que les mots. Les silences inconfortables, les regards fuyants, le langage corporel contradictoire, tout cela révèle des vérités que la bouche dissimule. J'ai appris à remarquer quand ma fille disait « ça va » alors que ses épaules étaient tendues. Quand ma femme disait « ce n'est rien » alors que sa voix se brisait légèrement. Quand mon fils répondait « oui » à mes questions tout en évitant mon regard. La perception sociale demande plus que l'audition. Elle exige une observation totale, une intuition aiguisée et l'humilité d'admettre que tu ne sais pas ce que quelqu'un ressent réellement tant que tu ne lui demandes pas avec un intérêt véritable. J'ai mis en place une pratique simple dans ma famille, bilans émotionnels sans agenda. Chaque semaine, je m'asseyais avec chacun d'eux et je demandais « Comment te sens-tu vraiment ?» Puis j'attendais. Sans les presser, sans remplir les silences, sans juger leurs réponses. Les premiers essais furent maladroits. Mes enfants soupçonnaient un piège pour les punir ensuite. Mais avec de la constance, ils ont compris que ma question était sincère. Que l'espace que je créais était sûr. Et ils ont commencé à s'ouvrir. Mon fils m'a avoué qu'il subissait du harcèlement à l'école mais avait peur de le dire parce que les hommes doivent être forts. Ma fille a admis que je lui mettais trop de pression avec ses notes. Anna m'a parlé de rêves qu'elle avait enterrés quand nous nous sommes mariés. Chaque révélation n'a été possible que parce que j'ai cessé de remplir l'espace avec mon bruit et que j'ai permis à leur vérité d'émerger naturellement. Chapitre 7. Le maître réapparaît. 2 ans après ma première retraite, je suis retourné voir Takashi. Je voulais lui raconter mes progrès, la manière dont j'avais transformé mes relations grâce à l'écoute active et à l'attention pleine. Il m'a accueilli avec le même sourire serein. Il a préparé du thé, et cette fois, j'ai remarqué quelque chose, il m'écoutait d'une manière différente de toute autre personne. Pas seulement avec ses oreilles, mais avec tout son être. Je me sentais complètement vu, compris sans jugement. Quand j'ai terminé mon long récit, j'ai attendu sa validation. Au lieu de cela, il m'a demandé « Étais-tu écouté toi-même » La question m'a déstabilisé. « Comment ça ? Tu as appris à écouter les autres. Maintenant tu dois apprendre l'autocompassion, écouter ta propre voix intérieure avec la même gentillesse que tu offres aux autres. » Il m'a expliqué que beaucoup d'entre nous développent l'art d'écouter vers l'extérieur, mais restent des critiques internes impitoyables. Que la véritable santé mentale exige d'appliquer intérieurement les mêmes compétences que celles utilisées extérieurement. Il m'a appris la pratique de l'écoute intérieure, m'asseoir chaque matin en méditation guidée et simplement demander à mon corps, à mon cœur, à mon esprit. De quoi as-tu besoin aujourd'hui? Que éprouves-tu? Quelle vérité refuses-tu d'admettre? Et ensuite écouter sans censurer, sans juger, sans forcer une réponse positive. Laisser émerger la tristesse, la frustration, la fatigue, la joie, tout ce que j'avais fait taire avec mon activité constante. Mais tu ne peux pas donner aux autres ce que tu ne te donnes pas à toi-même, conclut Takashi. La communication authentique commence par l'honnêteté envers toi-même. Chapitre 8. L'art de vivre en écoutant. Aujourd'hui, 5 ans après l'après-midi où ma fille m'a dit « Tu ne m'écoutes jamais », je vis de manière radicalement différente. J'ai appris que écouter profondément est un acte révolutionnaire dans une culture dépendante de la distraction. Que la connexion humaine authentique est impossible sans présence totale. Que le bien-être émotionnel d'une famille, d'une entreprise, d'une société, dépend du nombre de ses membres capables de créer des espaces sûrs d'écoute. Mon travail a changé. Je forme maintenant des leaders en compétences de communication et en intelligence émotionnelle. Mais mon approche est unique, je ne leur apprends pas à mieux parler, mais à se taire avec intention, à écouter avec une curiosité sacrée. J'ai vu comment l'écoute réflexive sauve des mariages au bord du divorce. Comment l'empathie transforme des équipes toxiques en communautés collaboratives. Comment la simple pratique d'être présent pour quelqu'un peut être plus guérissante que 1000 conseils. Ma fille a maintenant 13 ans. L'autre jour, elle m'a dit « Papa, merci de toujours m'écouter ». Elle ne sait pas combien ces mots comptent.
Il signifie que j'ai brisé le cycle. Qu'elle n'héritera pas de la surdité émotionnelle que moi, j'ai hérité. Takashi est décédé l'an dernier. À son enterrement, des dizaines de personnes ont raconté comment il avait changé leur vie. Mais aucune histoire ne mentionnait quelque chose de profond qu'il aurait dit. Elles parlaient toutes de la manière dont il les faisait se sentir, complètement écoutés, complètement vus, complètement valorisés. C'est son héritage en moi, comprendre que l'art de savoir écouter n'est pas une technique, mais une manière d'aimer. Chaque fois que j'offre mon attention entière à quelqu'un, je lui dis, ton existence a de l'importance. Ton histoire est sacrée. Tu n'es pas seul. Dans un monde qui hurle constamment, écouter est subversif. C'est dire, ta voix mérite une place. C'est créer des îlots de paix intérieure dans des océans de bruit. C'est se souvenir de notre humanité partagée. Et j'ai découvert un paradoxe, plus je parle moins, plus on m'écoute. Moins je remplis l'espace avec mon ego, plus mes relations deviennent profondes. Plus je suis silencieux à l'extérieur, plus j'entends clairement ma propre voix intérieure. Le maître Takashi avait raison, écouter n'est pas passif. C'est l'acte le plus actif, le plus conscient, le plus aimant que l'on puisse offrir. C'est le pont qui relie des âmes isolées. C'est le remède à l'épidémie de solitude de notre époque. Et tout commence par un choix simple que nous faisons 100 fois par jour. Quand quelqu'un parle, est-ce que j'écoute vraiment ou est-ce que j'attends seulement mon tour? La réponse à cette question détermine la qualité de toute notre vie. J'écris cette histoire non pas comme quelqu'un qui a maîtrisé l'art, mais comme un éternel apprenant. Il m'arrive encore de préparer des réponses pendant que les autres parlent. Il m'arrive encore de regarder mon téléphone quand je devrais être présent. La différence, c'est que maintenant, je m'en rends compte. Et chaque fois que je remarque ma distraction, je reviens simplement. Je respire consciemment, je m'ancre dans le moment présent, et j'offre à nouveau le cadeau le plus précieux que je possède, mon attention totale. Parce qu'au fond, écouter c'est aimer. Et aimer est la seule chose qui compte vraiment. La prochaine fois que quelqu'un te parle, essaie ceci, fais taire ton esprit complètement. Oublie ta réponse. Regarde cette personne comme si elle était la seule au monde. Écoute non seulement ses mots, mais son cœur. Et observe comment l'espace entre vous se remplit de quelque chose de sacré. Ce quelque chose est la connexion humaine à son état le plus pur. Ce quelque chose est ce que nous recherchons tous désespérément. Ce quelque chose a toujours été là, attendant dans le silence.